Avez-vous déjà ressenti ce moment de doute, en rentrant tard du travail, quand votre enfant vous accueille avec un regard fuyant, prétendant être trop absorbé par son jeu vidéo pour vous saluer? Ce petit pincement au cœur qui vous fait vous demander « Est-ce qu'il m'a manqué ne serait-ce qu'un instant ?» Derrière leur sourire distrait et leur haussement d'épaules se cache une vérité que peu de parents osent affronter. Nos enfants s'ennuient de nous profondément, viscéralement, mais jamais, au grand jamais, ils ne l'admettront. C'est peut-être l'un des paradoxes les plus douloureux de la parentalité moderne. Dans notre société française, où l'équilibre entre vie professionnelle et familiale reste un défi quotidien, cette réalité prend une dimension particulière. Entre les journées de travail qui s'étirent, les trajets dans les transports parisiens bondés ou les embouteillages des grandes métropoles, le temps nous file entre les doigts. Et pendant ce temps, nos enfants grandissent, portant en eux ce manque qu'ils apprennent, trop tôt à dissimuler. Si ce sujet vous touche, si vous avez déjà ressenti cette étrange distance qui s'installe parfois entre vous et votre enfant, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette vérité souvent ignorée, mais cruciale pour comprendre la psychologie de nos enfants et renforcer nos liens familiaux. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager dans les commentaires la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo. Cette information m'aide à mieux comprendre qui vous êtes et à créer du contenu qui répond à vos besoins. Maintenant, plongeons ensemble dans les profondeurs de cette vérité que nos enfants n'oseront jamais nous avouer. Imaginez un instant le monde intérieur de votre enfant. Un univers riche, complexe, habité par 1000 émotions qu'il peine parfois à exprimer. Dans cet univers, vous occupez une place bien plus centrale que vous ne le soupçonnez. Selon une étude menée par l'Observatoire de la parentalité en France, 87% des enfants entre 6 et 12 ans expriment, lorsqu'on les questionne dans un cadre sécurisé, le désir de passer plus de temps avec leurs parents. Ce chiffre peut sembler surprenant, surtout quand on observe le comportement de nos adolescents qui semblent préférer la compagnie de leurs amis ou de leurs écrans. Mais c'est là que réside le paradoxe. Plus ils grandissent, plus ce besoin de connexion parentale devient compliqué à exprimer. La psychologue Marie Desjardins, spécialiste de l'attachement à l'Université de Lyon, explique ce phénomène par ce qu'elle appelle l'ambivalence développementale. L'enfant, dès l'âge de 7 ou 8 ans, commence à naviguer entre deux besoins contradictoires, celui de maintenir un lien fort avec ses figures d'attachement, principalement ses parents, et celui d'affirmer son indépendance. Cette tension crée une situation où l'expression directe du manque devient progressivement taboue. Cette réalité s'observe particulièrement dans notre culture française, où l'indépendance et l'autonomie sont valorisées dès le plus jeune âge. Dans les cours de récréation de nos écoles primaires, un enfant qui exprimerait ouvertement que sa maman ou son papa lui manque risquerait de s'exposer aux moqueries. Ainsi, nos enfants apprennent rapidement à masquer ce sentiment derrière une façade d'indifférence ou de détachement. Prenons l'exemple de Lucas, un petit garçon de 9 ans que j'ai rencontré lors d'une consultation. Sa mère, cadre dans une entreprise parisienne, devait régulièrement partir en déplacement professionnel. À chaque retour, elle retrouvait un fils apparemment absorbé par ses activités, répondant par monosyllabes à ses questions. Pourtant, les enseignants de Lucas rapportaient qu'il dessinait constamment sa mère dans ses cahiers pendant son absence. Quand sa maîtresse lui a demandé si sa maman lui manquait, il a répondu avec un haussement d'épaule « Bah non, je suis pas un bébé ». Le soir même, il a pourtant glissé discrètement dans la valise de sa mère un petit mot lui demandant de revenir vite. Cette anecdote illustre parfaitement cette incapacité ou ce refus d'admettre ouvertement le manque parental, tout en l'exprimant de façon détournée. C'est un mécanisme de protection émotionnelle que nos enfants développent très tôt, parfois trop tôt. Le problème, c'est que nous, parents, sommes souvent mal équipés pour décoder ces signaux indirects. Épuisés par nos journées de travail, préoccupés par 1000 responsabilités, nous pouvons facilement interpréter cette apparente indifférence comme un rejet ou un désintérêt. Et c'est ainsi que commence un cercle vicieux où l'incompréhension nourrit la distance. Mais alors, comment reconnaître les signes qui indiquent que notre présence manque à nos enfants quand ils s'efforcent justement de les dissimuler? Le premier indice réside dans les comportements régressifs soudains. Votre préadolescent qui semblait si déterminé à s'émanciper vous demande soudain de lire une histoire comme « Quand il était petit », votre collégienne réclame de dormir dans votre lit après des mois à défendre farouchement l'intimité de sa chambre. Ces moments ne sont pas des caprices,
mais des fenêtres précieuses sur leurs besoins de reconnexion. Je me souviens de Thomas, 14 ans, dont le père consultant passait plusieurs semaines par mois à l'étranger. À chaque retour, Thomas adoptait une attitude particulièrement rebelle et provocatrice. Son père, désemparé, interprétait ce comportement comme une forme de rejet. En réalité, comme nous l'avons découvert en thérapie familiale, c'était la seule façon que Thomas avait trouvée pour attirer l'attention de son père et exprimer sa colère face à ses absences répétées. « Je préfère qu'il me crie dessus plutôt qu'il m'ignore », avait-il fini par admettre. Un autre signe révélateur est l'intensité de la réaction de l'enfant lors des séparations ou des retrouvailles. L'enfant qui fait une crise monumentale juste avant votre départ pour un voyage d'affaires ou qui semble étrangement agressif à votre retour n'exprime pas un rejet, mais l'intensité de son attachement et la difficulté à gérer les émotions contradictoires que ces moments suscitent. Dans notre société française où l'expression directe des émotions n'est pas toujours encouragée, ces manifestations indirectes du manque parental sont particulièrement fréquentes. Notre culture valorise la retenue, le contrôle de soi, et nos enfants absorbent ces valeurs par osmose. Ils apprennent très tôt que pleurer parce que papa ou maman part travailler n'est pas convenable passé un certain âge. Alors que faire? Comment répondre à ce besoin non exprimé sans tomber dans le piège de la culpabilité parentale qui nous paralyse plus qu'elle ne nous aide? La première étape consiste à reconnaître cette réalité sans jugement. Votre enfant peut simultanément vouloir plus d'indépendance et plus de votre présence. Ces désirs contradictoires font partie intégrante de son développement. L'accepter nous permet d'aborder la situation avec plus de sérénité et moins de culpabilité. Ensuite, il est crucial d'apprendre à créer des moments de connexion qui respectent ce paradoxe développemental. Des rituels quotidiens, même brefs, peuvent avoir un impact considérable. Un petit déjeuner en tête-à-tête avant l'école, 10 minutes de lecture partagée avant le coucher, une promenade dominicale sans téléphone portable. Ces moments simples, inscrits dans une régularité rassurante, permettent de nourrir le lien sans mettre l'enfant dans la position inconfortable d'avoir à exprimer directement son besoin d'attention parentale. Le psychologue Marcel Ruffo souligne l'importance de ces micro-moments dans la construction du sentiment de sécurité affective. Ce n'est pas la quantité de temps qui compte, explique-t-il, mais la qualité de présence pendant ce temps. 10 minutes d'attention exclusive et authentique valent mieux que 2 heures, où l'on est physiquement présent mais mentalement ailleurs. Cette notion de présence authentique est fondamentale. Dans notre quotidien hyper connecté, nous sommes souvent physiquement avec nos enfants tout en étant mentalement absents, happés par nos écrans ou nos préoccupations professionnelles. Cette absence dans la présence est peut-être plus dommageable encore que l'absence physique, car elle envoie à l'enfant un message contradictoire particulièrement difficile à décoder. J'ai pu observer ce phénomène lors d'une consultation avec la famille Moreau. La mère se plaignait que son fils de 12 ans semblait indifférent à sa présence et préférait ses jeux vidéo. En explorant la situation, nous avons réalisé que Madame Moreau, bien que physiquement présente à la maison chaque soir, passait la majeure partie de ce temps au téléphone ou sur son ordinateur pour des questions professionnelles. Son fils avait simplement adopté un comportement miroir, lui rendant son absence émotionnelle. Lorsqu'elle a commencé à instaurer des plages horaires sans technologie, la dynamique familiale s'est transformée en quelques semaines. Cette anecdote nous rappelle que nos enfants sont d'excellents observateurs mais de piètres interprètes. Ils captent nos comportements mais pas nécessairement nos intentions. Notre présence distraite leur semble être un désintérêt, auquel ils répondent par une apparente indifférence qui masque souvent une profonde déception. La situation est particulièrement complexe dans le contexte des familles recomposées ou séparées, si fréquentes dans notre paysage social contemporain. Comment un enfant peut-il exprimer qu'un parent lui manque sans risquer de blesser l'autre parent ou le nouveau conjoint? Cette loyauté divisée crée une pression émotionnelle supplémentaire qui pousse l'enfant à enfouir encore plus profondément l'expression de son manque. Julie, une adolescente de 15 ans partageant son temps entre les foyers de ses parents divorcés, illustre parfaitement ce dilemme. Lors d'une séance, elle m'a confié « Si je dis à papa que maman me manque, il fait cette tête qui me fait sentir coupable. Si je dis à maman que papa me manque, elle commence à me raconter tout ce qu'il a mal fait. Alors je ne dis plus rien, c'est plus simple. » Cette stratégie de silence adoptée par tant d'enfants pris dans ces configurations familiales complexes ne fait que renforcer leur solitude émotionnelle. Pour les parents séparés,
Il est donc essentiel de créer un espace émotionnel sécurisé où l'enfant peut exprimer librement son attachement à l'autre parent sans craindre de représailles ou de tensions. Cette permission explicite d'aimer les deux parents sans conflit de loyauté est un cadeau inestimable que nous pouvons offrir à nos enfants, malgré les blessures que la séparation a pu laisser chez nous. Mais au-delà de ces situations particulières, un phénomène universel mérite notre attention. Le développement fulgurant du numérique et son impact sur la façon dont nos enfants vivent et expriment le manque parental. La génération actuelle d'enfants et d'adolescents a grandi avec des outils de communication instantanés qui transforment profondément le vécu de la séparation. Un collégien peut théoriquement rester en contact permanent avec ses parents via WhatsApp, Snapchat ou d'autres applications. Cette connectivité permanente modifie-t-elle la façon dont ils vivent le manque? Les recherches menées par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire suggèrent une réalité nuancée. D'un côté, ces outils offrent une continuité de lien qui peut être rassurante. De l'autre, ils créent une forme d'illusion de présence qui peut empêcher l'élaboration psychique de l'absence. Comme l'explique la sociologue Cécile Van de Velde, la possibilité théorique de joindre le parent à tout moment ne comble pas nécessairement le besoin de présence physique et d'attention exclusive. Elle peut même parfois accentuer la frustration quand la disponibilité numérique ne se traduit pas par une disponibilité émotionnelle. C'est ce qu'a vécu Emma, une préadolescente de 11 ans dont la mère, cadre supérieur, voyageait fréquemment. Malgré les appels vidéo quotidiens, Emma développait des troubles du sommeil et une irritabilité croissante. En consultation, elle a exprimé avec une lucidité saisissante. « Maman croit que ça suffit de me voir sur l'écran, mais elle ne voit pas vraiment comment je vais. Elle me dit « je t'aime », mais elle regarde ses mails en même temps. » Cette observation nous amène à un point crucial. La technologie peut être un outil précieux pour maintenir le lien en cas de séparation physique, mais elle ne remplace pas la qualité de présence et d'attention que nos enfants recherchent. Les parents qui utilisent ces outils avec conscience, en créant des moments d'attention exclusive même à distance, parviennent mieux à répondre aux besoins profonds qui se cachent derrière l'apparent détachement de leurs enfants. La culture familiale française présente certaines spécificités qui influencent également la façon dont nos enfants vivent et expriment le manque parental. Contrairement aux cultures méditerranéennes où l'expression des émotions est plus valorisée, ou aux cultures anglo-saxonnes qui encouragent davantage la verbalisation des sentiments, notre tradition culturelle tend à privilégier la retenue et l'intellectualisation. Cette particularité culturelle se reflète dans nos pratiques éducatives. Dès l'école maternelle, nous valorisons l'autonomie et la capacité à gérer les séparations sans faire d'histoire. « Sois grand, ne pleure pas, montre que tu es courageux » sont des phrases que nous prononçons souvent avec les meilleures intentions, mais qui peuvent involontairement communiquer à l'enfant que l'expression de son manque n'est pas bienvenue. Les travaux de la psychologue Evelyne Larguet sur les pratiques parentales dans différentes cultures montrent que les enfants français sont parmi ceux qui développent le plus tôt des stratégies d'adaptation à l'absence parentale. Ce n'est pas nécessairement négatif, précise-t-elle, mais cela signifie que nos enfants apprennent très jeunes à masquer leurs émotions de vulnérabilité, dont le manque fait partie. Cette tendance culturelle explique pourquoi de nombreux parents français se trouvent décontenancés face aux comportements paradoxaux de leurs enfants après une séparation. L'enfant qui se montre indifférent au retour du parent après une absence prolongée, puis fait une crise disproportionnée pour un détail insignifiant. L'adolescent qui refuse obstinément de participer à un appel vidéo avec le parent absent, puis dort avec un vêtement lui appartenant. Ces comportements contradictoires sont autant de signes que l'enfant n'a pas les outils émotionnels ou sociaux pour exprimer directement son manque. Notre rôle de parent est alors de créer les conditions qui permettent cette expression, sans forcer ni mettre l'enfant dans une position inconfortable. Certaines approches se révèlent particulièrement efficaces pour faciliter cette communication émotionnelle. Les activités partagées, par exemple, offrent un contexte où la connexion peut se faire sans l'inconfort d'une confrontation directe. Un adolescent réticent à parler de ses sentiments pourra partager un moment de complicité autour d'une partie de jeux vidéo ou d'une activité sportive. Ces moments côte à côte, plutôt que face à face, créent souvent l'espace de sécurité nécessaire pour que des confidences émergent naturellement. La psychologue Catherine Guéguin, spécialiste des neurosciences affectives,
souligne également l'importance du contact physique approprié à l'âge de l'enfant. Le toucher active le système d'ocytocine qui favorise le sentiment de sécurité et de connexion, explique-t-elle. Même à l'adolescence où le besoin d'indépendance est fort, le contact physique reste important, bien que sa forme doive évoluer. Une main sur l'épaule, une brève accolade peuvent communiquer une présence affective que les mots ne peuvent pas toujours exprimer. La communication indirecte, à travers les histoires, les films ou les discussions à propos d'autres personnes, offre également une voie précieuse pour aborder le thème du manque sans mettre l'enfant sur la sellette. En commentant les émotions d'un personnage de film ou de livre qui vit une séparation, nous ouvrons un espace où l'enfant peut projeter ses propres sentiments sans se sentir exposé. C'est ce qu'a expérimenté la famille Bernard avec leur fils Victor, 10 ans, qui montrait des signes de détresse après que son père ait commencé un nouveau poste exigeant de fréquents déplacements. Plutôt que d'interroger directement Victor sur ses sentiments, sa mère a initié la lecture partagée d'un roman jeunesse traitant d'un enfant confronté à l'absence temporaire d'un parent. Les conversations sur les émotions du personnage ont progressivement permis à Victor d'exprimer ses propres sentiments, d'abord en parlant du personnage, puis en faisant des parallèles avec sa situation personnelle. Cette approche indirecte respecte le besoin de l'enfant de contrôler le rythme et la profondeur de ses révélations émotionnelles, tout en lui offrant un vocabulaire et des modèles pour comprendre et exprimer ce qu'il ressent. Un autre aspect souvent négligé concerne la façon dont nous, parents, gérons et exprimons notre propre manque vis-à-vis de nos enfants. Dans notre désir légitime de ne pas les culpabiliser ou les surcharger émotionnellement, nous pouvons parfois tomber dans l'excès inverse, en masquant complètement notre propre sentiment de manque lors des séparations. Or, comme le souligne le psychiatre Marcel Ruffo, un parent qui peut dire à son enfant qu'il lui manque, sans dramatisation excessive ni chantage affectif, lui offre un modèle d'expression émotionnelle saine. L'enfant qui entend son parent lui dire simplement « tu m'as manqué » reçoit la permission implicite d'exprimer lui-même ce sentiment, sans honte ni crainte d'être jugé immature. Bien sûr, l'équilibre est délicat à trouver. Il ne s'agit pas de renverser les rôles en faisant porter à l'enfant la responsabilité de notre bien-être émotionnel, mais simplement de modéliser une expression authentique et mesurée des émotions liées à la séparation et aux retrouvailles. La question du manque se pose avec une acuité particulière à certains moments charnières du développement. L'entrée à l'école, le passage au collège, les premières expériences de séjour prolongé loin de la famille sont autant de moments où l'enfant doit négocier son besoin d'indépendance et son besoin de sécurité affective. Ces transitions peuvent réactiver des angoisses de séparation que l'on croyait résolues. Il n'est pas rare qu'un enfant qui semblait parfaitement à l'aise avec les séparations quotidiennes montre soudainement des signes de détresse lors d'un changement de cycle scolaire ou d'une première colonie de vacances. Sophie, une collégienne de 12 ans parfaitement adaptée et indépendante, a ainsi surpris ses parents en développant une véritable phobie scolaire lors de son entrée en 5e. L'exploration psychologique a révélé que cette réaction était liée à l'angoisse de séparation réactivée par ce nouvel environnement plus grand, plus anonyme, où elle se sentait moins sécurisée. Ce qui était interprété initialement comme un problème scolaire était en réalité l'expression d'un besoin accru de présence parentale pendant cette transition. Ces moments de régression apparente ne doivent pas être considérés comme des échecs éducatifs, mais comme des opportunités de renforcer le lien d'attachement qui servira de base sécure pour les explorations futures. En reconnaissant et en validant ce besoin temporairement accru de proximité, nous permettons à l'enfant de faire le plein de sécurité affective avant de reprendre son mouvement vers l'autonomie. Un autre enjeu majeur concerne l'équité dans les relations familiales. Dans de nombreuses familles, un parent, souvent la mère, assume le rôle de base affective, tandis que l'autre, souvent le père, occupe une position plus périphérique. Cette configuration, renforcée par des modèles culturels persistants malgré l'évolution des rôles parentaux, crée une asymétrie dans la façon dont l'enfant vit et exprime le manque vis-à-vis de chaque parent. Les études montrent que les enfants expriment plus facilement le manque envers le parent, qui occupe habituellement cette fonction de base affective, tandis que le manque du parent plus périphérique est souvent moins verbalisé, voire complètement masqué. Cette dynamique peut renforcer involontairement les rôles genrés et priver l'enfant de la richesse d'un attachement équilibré aux deux parents. Pour contrer ce phénomène, les pères qui souhaitent établir une connexion émotionnelle profonde avec leurs enfants doivent souvent faire un effort conscient
pour créer des espaces relationnels exclusifs et réguliers. Les temps de papa institutionnalisés dans le rythme familial permettent de construire progressivement cette connexion qui rendra l'expression du manque plus naturelle lors des séparations. C'est ce qu'a expérimenté la famille Dubois, où le père, initialement perçu comme moins important affectivement par ses enfants, a instauré un rituel hebdomadaire de sortie individuelle avec chacun d'eux. En quelques mois, la dynamique familiale s'est transformée et les enfants ont commencé à exprimer spontanément que leur père leur manquait lors de ses déplacements professionnels, chose qu'ils ne faisaient jamais auparavant. Un dernier point mérite notre attention: l'impact des nouvelles configurations familiales et professionnelles sur la façon dont nos enfants vivent et expriment le manque. L'augmentation du télétravail, accélérée par la crise sanitaire, a créé une situation inédite où de nombreux parents sont physiquement présents à la maison tout en étant professionnellement indisponibles. Une configuration particulièrement difficile à comprendre pour les plus jeunes enfants. « Je suis là sans être là », résume une mère en télétravail. Comment expliquer à un enfant de 6 ans que même si maman est dans la pièce d'à côté, il ne peut pas venir la voir pendant plusieurs heures? Cette présence-absence crée une confusion émotionnelle qui peut paradoxalement intensifier le sentiment de manque malgré la proximité physique. Pour les familles confrontées à cette situation, l'établissement de frontières claires entre temps professionnel et temps familial devient crucial. Des signaux visuels, comme une porte fermée ou un foulard rouge sur la poignée, peuvent aider les plus jeunes à comprendre quand le parent, bien que physiquement présent, n'est pas disponible. Plus important encore, ces périodes d'indisponibilité doivent être équilibrées par des moments de disponibilité totale, où l'enfant bénéficie d'une attention exclusive et de qualité. Au terme de cette exploration, une vérité fondamentale émerge. Nos enfants ont besoin de nous, profondément, essentiellement, même quand, surtout quand, ils semblent nous signifier le contraire. Derrière leur façade d'indifférence, leurs écrans et leurs portes closes d'adolescents, ils portent en eux ce besoin fondamental de connexion que notre société moderne rend parfois si difficile à satisfaire. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'être des parents parfaits, toujours disponibles et jamais fatigués. Ce dont nos enfants ont réellement besoin, c'est de notre présence authentique, même imparfaite, même discontinue, mais pleinement engagée lorsqu'elle est là. Ils ont besoin de savoir qu'ils comptent pour nous, que leur absence nous affecte, que leur présence nous réjouit, non pas comme une obligation parentale, mais comme une vérité émotionnelle profonde. Ils ont besoin que nous reconnaissions leur propre ambivalence, ce balancement constant entre dépendance et indépendance, sans les juger, ni les pousser dans une direction ou l'autre. Ils ont besoin que nous déchiffrions leurs signaux indirects, que nous lisions entre les lignes de leur comportement parfois contradictoires pour y déceler l'expression de ce manque qu'ils peinent à verbaliser. Surtout, ils ont besoin que nous leur offrions un modèle d'expression émotionnelle saine, où le manque peut être reconnu sans dramatisation excessive, où l'attachement n'est pas une faiblesse mais une force, où la vulnérabilité est accueillie comme une partie naturelle et précieuse de l'expérience humaine. Alors, la prochaine fois que votre enfant hausse les épaules, quand vous lui demandez si vous lui avez manqué, rappelez-vous que ce geste désinvolte cache peut-être une vérité bien plus profonde qu'il n'est pas encore prêt à admettre, ni à vous, ni peut-être à lui-même. Et dans cette compréhension silencieuse réside peut-être l'une des formes les plus profondes de l'amour parental, celle qui sait lire dans les non-dits et respecter le cheminement émotionnel unique de chaque enfant. En conclusion, cette vérité que vos enfants s'ennuient de vous mais ne l'admettront jamais nous invite à un changement de perspective fondamental. Plutôt que de nous focaliser sur les manifestations directes d'affection que notre ego parental pourrait désirer, apprenons à reconnaître les multiples façons dont nos enfants expriment leur attachement, même à travers des comportements qui semblent indiquer le contraire. Cette compréhension plus nuancée et plus profonde de la psychologie de nos enfants nous libère de la quête impossible de la parentalité parfaite pour nous orienter vers quelque chose de bien plus précieux, une relation authentique, respectueuse des besoins d'autonomie comme des besoins d'attachement, consciente des paradoxes développementaux qui jalonnent le chemin de la croissance. La psychologue Françoise Dolto disait que tout est langage. Les silences de nos enfants, leurs évitements, leurs colères apparemment disproportionnées sont autant de langages qu'il nous appartient de décoder avec patience et humilité. Derrière ces expressions indirectes se cache souvent cette vérité fondamentale.
Ils ont besoin de nous, de notre présence, de notre attention, même quand tout dans leur comportement semble indiquer le contraire. Je vous invite aujourd'hui à relever un défi. Pendant une semaine, observez votre enfant avec un regard neuf en vous demandant non pas « est-ce qu'il m'aime » ou « est-ce que je lui manque ?» mais plutôt « comment exprime-t-il son attachement et son besoin de connexion à travers ses comportements quotidiens ?» Vous serez peut-être surpris de découvrir la richesse et la diversité de ces expressions une fois que vous aurez appris à les reconnaître. Et si ce sujet vous a touché, si vous avez reconnu votre enfant ou vous-même dans ces descriptions, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres parents qui pourraient en bénéficier. Laissez-moi un commentaire pour me raconter comment cette prise de conscience a modifié votre regard sur votre relation avec vos enfants. Votre expérience pourrait éclairer d'autres parents qui traversent des questionnements similaires. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration d'une des vérités les plus paradoxales et les plus touchantes de la parentalité. Ensemble, en partageant nos expériences et nos questionnements, nous pouvons construire une communauté de parents plus conscients et plus sereins, capables d'accompagner nos enfants dans toute la complexité de leur développement émotionnel. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres réflexions sur la parentalité contemporaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.